L'autosuffisance est un terme extrêmement large. Par définition, l'autosuffisance serait de produire soi-même les ressources que l'on consomme. Petite mise en contexte. Pour survivre, l'humain a besoin de combler certains besoins vitaux. Il doit boire, se nourrir, avoir un domicile et être capable de se chauffer. Actuellement, la grande majorité des personnes est rattachée à la société de consommation afin d'avoir l'argent pour subvenir à ses besoins. La société fonctionne sur le modèle suivant. On travaille pour amasser de l'argent qui va ensuite être échangé contre des services qui vont nous permettre de combler nos besoins vitaux. Il s'agit d'une sorte de prise d'otage, car si on ose se détacher de ce système capitaliste, on se trouve privé de services qui sont nécessaires à notre survie. On est donc forcé d'interagir avec lui pour pouvoir vivre. C'est là que l'autosuffisance entre en jeu. Avec ce mode de vie, il est possible de s'affranchir de la société de consommation. Bien entendu, l'autosuffisance ce n'est pas quelque chose de précis. Il y a autant de domaines d'autosuffisance que l'on peut s'en imaginer. C'est-à-dire que la seule limite, c'est votre imagination. Agriculture, construction, élevage, apiculture, tissage, production d'alcool maison, herboristerie et plus encore. Bien entendu, les domaines d'autosuffisance sont étroitement liés avec nos motivations. Par exemple, quelqu'un qui va chercher à vivre de façon plus écologique sera porté à produire de l'énergie propre ainsi que sa nourriture de façon biologique. Alors que quelqu'un qui veut être coupé le plus possible de la société va produire tout ce dont il a besoin pour être complètement autonome. Les motivations qui peuvent pousser à devenir autonome sont nombreuses. Afin de bien comprendre ce qui peut pousser à être autosuffisant, j'ai interrogé la communauté du peuplier. Il s'agit d'un forum qui réunit les personnes ayant un intérêt pour l'autosuffisance. Après tout, quoi de mieux pour comprendre une motivation que la demander aux principaux concernés? Certains le font par excès de folie, d'autres par amour de la nature et d'autres encore pour n'avoir aucune autorité à qui être attaché pour pouvoir survivre. Les motivations diffèrent, mais une idée fondamentale revient toujours: l'envie de liberté. Pouvoir être libre de ses actions, pouvoir vivre sans la crainte des factures de fin de mois, pouvoir vivre sans alimenter des multinationales inhumaines. S'il y a bien une chose que j'ai pu remarquer lors de mes recherches, c'est l'étrange relation entre l'humain et le système dans lequel il vit. J'ai rapidement eu l'impression que tout le monde craignait la surconsommation et que celle-ci semblait insignifiante si on s'interroge. Réfléchissez un peu. Pourquoi êtes-vous à l'école? Pourquoi passez-vous vos journées à faire un travail que vous n'aimez pas? Pourquoi cherchons-nous toujours à avoir tout et mieux? Finalement, est-ce que la solution à cette réflexion sans fin ne serait pas un certain retour en arrière mixé à des technologies durables? Bien sûr, tout n'est pas noir ou blanc. Il y a une infinité de nuances entre les deux extrêmes. Pour bien comprendre à quoi consistent les différentes nuances qu'offre l'autosuffisance, prenons l'exemple de la pizza. Au niveau le plus bas, il y a la solution facile dans laquelle on achète une pizza préparée dans un restaurant à l'aide de l'argent gagné en travaillant. Ici, on transfère donc ses efforts en argent qui sera ensuite échangé contre une pizza. Un autre moyen est possible pour obtenir votre pizza. Vous pourriez aller en magasin et vous procurer une pâte déjà prête, de la sauce tomate ainsi que de la garniture. Il ne reste plus qu'à assembler les ingrédients ensemble et obtenir sa pizza. Dans ce cas, une partie de l'argent que vous auriez donné au restaurant pour acheter votre pizza n'a pas été dépensée étant donné que vous n'avez pas eu à payer quelqu'un qui l'assemble pour vous. Donc au final, on se rend compte que l'effort qui aurait été mis pour obtenir de l'argent a été transféré en effort de conception de pizza. Vous avez donc moins besoin de travailler pour obtenir la pizza dont vous rêvez. Si on va plus loin, il est possible d'acheter les ingrédients pour faire soi-même sa propre pâte, sa propre sauce tomate et même sa garniture. Ainsi de suite jusqu'à temps que vous produisiez vous-même votre blé, vos tomates et vos garnitures. Il s'agit donc d'une solution où la totalité de la pizza a été produite par vous, c'est-à-dire qu'il n'y a eu recours à aucun argent dans la confection de cette pizza. Cela signifie que l'effort aurait été mis directement dans la préparation de la pizza et non dans un travail qui aurait permis de vous l'acheter. Concrètement, l'exemple de la pizza veut démontrer le fait qu'il est possible d'être autosuffisant à plusieurs niveaux. L'autosuffisance, c'est quelque chose qui se développe peu à peu. On ne peut pas avoir du jour au lendemain des récoltes de blé ainsi que tout ce qui est nécessaire à notre survie. Être autonome, ça prend du temps et de la patience. Beaucoup de patience. En plus de changer notre relation avec la société de consommation, l'autosuffisance peut également aborder un problème beaucoup plus important actuellement: les changements climatiques. Cette grande problématique joue un rôle important dans l'avenir de l'humanité. Le chemin vers l'autonomie individuelle pourrait éventuellement être une solution viable pour un futur plus écologique.
En effet, que ce soit pour la production d'énergie propre, une agriculture moins nocive ou encore pour la production d'eau, il pourrait bel et bien s'agir d'une option collective à envisager. Durant mes recherches, j'ai pu découvrir une branche, ou plutôt un concept, qui a particulièrement attiré mon attention, c'est-à-dire les Earthships. C'est durant les années 70 que l'architecte Michael Reynolds commence à développer les Earthships, ou géonefs en français. Pour lui, l'idée repose sur trois aspects. Premièrement, l'habitation doit être construite le plus possible à l'aide de matériaux recyclés ou de sources locales. Ensuite, elle doit reposer sur sa propre énergie pour être indépendante du système. Et finalement, elle doit être facilement fabricable pour des personnes sans spécialisation en matière de construction. Concrètement, une maison de type Earthship, c'est une bâtisse semi-enfouie sous terre dont la fondation est construite à base de pneus usés remplis de terre compactée. Cette technique permet d'avoir une structure extrêmement solide qui peut absorber la chaleur en temps froid afin de la relâcher dans la maison. Cette chaleur est naturellement produite par le soleil qui entre par de grandes fenêtres sur le côté sud de la maison. Il s'agit là bien sûr d'un modèle de base, les possibilités de modification sont donc illimitées. Selon moi, le Earthship est un modèle à suivre pour les habitations de demain. Il s'agit non seulement d'une maison, mais également d'un style de vie complètement unique qui permet une sorte de lutte non seulement contre les changements climatiques, mais également contre le système dans lequel nous vivons. Afin de pouvoir voir un Earthship de mes propres yeux, j'ai eu la chance de rencontrer Hélène Dubé, propriétaire de l'Escargot, première maison de ce genre au Québec. Lors de ma visite, je lui ai demandé quelles étaient les difficultés de construire une habitation de ce genre dans notre région. En voici sa réponse. Ben, c'est certain que de construire une maison hors norme comme un Earthship au Québec, c'est pas évident à cause du code de construction et des règlements municipaux, mais il y a moyen d'adapter suffisamment le principe Earthship pour que ça puisse concorder avec le code du bâtiment. Il faut aussi évidemment adapter tout le concept au climat qu'on a ici, où c'est beaucoup plus froid que d'où viennent les Earthships originalement, qui est le Nouveau-Mexique. Donc, c'est aussi beaucoup plus humide. Donc, il faut vraiment que l'enveloppe externe soit étanche. Ça prend du drainage tout le tour, dans toutes les directions, pour vraiment empêcher qu'il y ait de l'eau qui rentre soit dans les murs ou sous le plancher. Mais ça, c'est des normes de construction qu'on connaît ici au Québec. Donc, il faut vraiment adapter ça à la construction pour notre climat. Comme elle le dit, il est essentiel de s'adapter selon notre situation. Après tout, n'est-ce pas là la plus grande capacité de l'homme? S'adapter. Au final, que peut-on retenir de l'autosuffisance? Personnellement, mes recherches m'ont aidé à élargir mon champ de vision sur le monde et sur notre avenir en tant qu'humanité. Que ce soit pour son côté autonomie face à la surconsommation ou encore pour ses bienfaits environnementaux, je crois que l'autosuffisance serait un domaine vers lequel on devrait socialement se pencher. J'espère également vous avoir fait découvrir un sujet qui pourrait vous intéresser. Si vous êtes curieux et voulez en apprendre plus, je vais vous ai laissé des ressources intéressantes dans la description de vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté. À la prochaine.